Première chose, merci à Hervé pour son documentaire. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que moi, j'ai plus rien à dire, parce que tout est dit. Comme on dit généralement, mieux vaut un bon schéma, c'est-à-dire en l'occurrence un bon documentaire, qu'un long discours. Alors moi, je vous avais préparé un long discours. Il y a beaucoup d'informations que j'avais relevées, et sans me référer forcément à Solzhenitsyn. Bon, vous connaissez tout le monde, Youssef Indy. Coucou. Qui lui nous parlera quand même de ce qu'il y a en arrière-plan, peut-être de ces révolutions, qui sont toujours actuelles, hein, parce que je pense que 1917 et 2017, il y a des analogies, ne serait-ce que dans la loi, dans les interdictions d'évoquer des lois du blasphème, de véritables lois du blasphème, qui concernent des égaux plus qu'égaux, entre autres. On a dit tout à l'heure que c'était une réunion exceptionnelle. Je crois qu'elle sera exceptionnelle parce qu'elle sera certainement unique en France en 1917 et peut-être en 1918, parce que personne n'osera jamais aborder les questions fondamentales qui sont celles de la révolution entre guillemets de 1917 de la même façon, et qui effleureront au moins le fond des choses. Ce grand secret, c'est le titre d'un livre de David Duke que je vous recommande, qui doit être là-bas, aux éditions Acribeia. Ce grand secret est devenu aujourd'hui un secret, mais il ne l'était pas dans les premières années des événements. Tout le monde savait, tout le monde a toujours su ce qui s'était passé, ne serait-ce que par le truchement des ambassades, des premiers journalistes qui ont pu un peu, juste après, je pense, la mort de Lénine, entrer en Union soviétique, et qui ont pu décrire ce qu'ils ont vu jusque dans les années 1935, au moment où, juste avant ou pendant le premier plan quinquennal. C'est 1929-1934, le premier plan. Donc tout le monde savait, tout le monde a toujours su, ce n'est devenu un grand secret, au fond, que parce que les couches temporelles se rajoutant aux couches temporelles, les squelettes ont fini par être engloutis. Une remarque sur le film d'Hervé. Il nous dit qu'il y a en février-mars, puisqu'il y a le calendrier grégorien, le calendrier julien, une révolution bourgeoise, puis une révolution communiste. Juste un tout petit correctif, ce sont toutes les deux des révolutions bourgeoises. Comme le film dit bien, Trotsky est le fils d'un grand propriétaire, Lénine, lui, est le fils d'un oblio, enfin d'un homme qui a été anobli pour service rendu dans l'administration du tsar. Ce ne sont pas des pauvres qui font la révolution. Et aujourd'hui, quand on parle des bobos de gauche, je pense que c'est un pléonasme. Marx parlait à propos de 1789 d'une révolution bourgeoise. Mais toutes les révolutions sont bourgeoises. Qui a envie de prendre le pouvoir? Qui a envie d'être calife à la suite du calife? C'est pas les gens d'en bas. Ils n'ont pas l'appareil, la préparation, sauf exception, bien entendu. Et justement, le grand brassage social qui a lieu à l'occasion des révolutions ou des grandes révoltes font émerger des hommes d'exception. Mais donc, la révolution bolchevique est une révolution bourgeoise, mais de la bourgeoisie juive. Tu en es d'accord? Oui. Bon. Alors, bon, je vous avais préparé quelque chose de très long. J'aurais pas tout dit. Hein. Je vais essayer de boucher les trous, enfin de compléter, encore que moi je trouve le document qui nous a été présenté, lui aussi, comme étant tout à fait exceptionnel, parce que tout à fait synthétique. Alors, c'est une tâche délicate que d'ouvrir le bal. Et là, c'est un peu le bal du diable. Ceci dit, vous avez été prévenu par l'affiche, par la petite vidéo, que vous savez quel est le programme, vous savez qu'on va mettre à bas des idoles, et qu'il est temps de faire de la philosophie ou de l'histoire un coup de marteau, qu'il est temps de se montrer un peu brutal avec une histoire qui a été falsifiée, remaniée à l'infini. Une histoire qui a été inlassablement réécrite. J'avais trouvé une formule il y a quelques années à ce propos. Je disais qu'au sein de la matrice, vous savez, comme le film Matrix, au sein de la matrice, nous baignons dans le liquide amniotique du mensonge.
Ces mensonges qui nous ont fait tant de mal, avait dit un homme célèbre qui était en fait le vainqueur de Verdun lorsque s'était ouvert un autre grand bal qui était celui de la Seconde Guerre mondiale. Ces mensonges qui nous font toujours tant de mal et dans lesquels nous sommes empêtrés en permanence, englués comme... Vous savez, ces mouches autrefois, il y avait des tissus, des bandes adhésives dans les fermes qui pendaient dans la cuisine et les mouches se collaient une patte, puis l'autre patte, elles finissaient par crever. Ben, nous sommes englués là-dedans, que ce soit le 11 septembre, que ce soit des heures extrêmement sombres de notre histoire. De quelque côté que je me tourne personnellement, je ne vois que des mensonges. Alors, on va essayer de déblayer le terrain, de mettre quelques idées reçues constitutives du mythe léniniste et de la Révolution. Et comme le dit bien l'historien communiste Michel Heller, qui est remarquable, je me suis d'ailleurs, tu ne l'as pas lu? Non, il est intéressant, il est né en 1922 dans une famille juive ouvrière de Moscou, selon c'est Wikipédia qui nous dit qu'il est né dans une famille juive ouvrière. C'est pas moi. En ouverture de son livre 70 ans qui ébranlèrent le monde. Alors il nous dit que le mensonge extensif aurait été, c'est une citation, la principale méthode de travail des historiens soviétiques. J'ajoute, mais pas seulement, et que nous, donc notre tâche aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre notre souffle et d'essayer, vaille que vaille, de remonter le Niagara du mensonge et de la désinformation. J'entendais l'autre jour, au cours d'une émission, un samedi, sur France Culture, l'historien Jeanneney, qui invitait une brave dame, qui est commissaire d'une exposition, pas commissaire politique, mais commissaire d'une exposition ayant trait à la Révolution et à Lénine. Et Jeanneney avait donné un extrait d'un entretien qui remontait aux années 50 d'un historien juif, Albert Soboul, mais qui avait à l'époque exercé, je crois, à la suite ou dans l'école des Annales, un magistère moral extrêmement important. Alors il décrivait Lénine, qu'il avait apparemment rencontré. Lénine est mort en janvier 1924, pour bien vous mettre les idées en place. Il le décrivait comme ayant une stature imposante, et puis avec une voix puissante et envoûtante. Alors j'ai fait une recherche, parce que je me suis donné du mal pour cette conférence, j'ai fait une recherche, mais j'ai pas pu trouver la voix de Lénine. Par contre, j'ai vu les jolies images des Einstein, etc., montrant Lénine arrogant des ouvriers dans des choses extraordinaires. Mais enfin, si on regarde attentivement, on voit bien que c'est de la mise en scène. Et alors, la petite commissaire d'exposition, timidement, disait non, Lénine n'était pas grand. Ben non, il n'était pas grand. Mais Soboul crée l'image dressait une statue du commandeur avec une sorte de titan qui aurait fait l'histoire. Prendre les gens comme ça en flagrant délit de mensonge, c'est toujours impressionnant. Mais à beau mentir qui vient de loin, et là on vient de loin dans l'histoire. Donc cette statue du commandeur, le titan Lénine, qu'on trouve dans toutes les stations de métro à Moscou, sous les traits d'un ouvrier, d'un soldat, d'un marin, avec des traits durs et volontaires, ça ne correspond finalement qu'assez peu à la réalité. Voilà. Alors, il faut se demander aussi pourquoi de telles mythologies. Je dis ça en passant, et c'est peut-être le seul intérêt de mon propos. Pourquoi de telles mythologies peuvent exister et prospérer? Eh bien, peut-être faut-il, et ça, Youssef devrait nous en parler, ces mythologies viennent se greffer sur un vieux fond ou alimenter une conception très ancienne, qu'on peut même qualifier d'archaïque, sur une mentalité prélogique religieuse d'un monde basé sur le rêve et la nostalgie d'un âge d'or. C'est vrai que l'homme, il y a toujours ce rêve d'un âge d'or, et Lénine aurait incarné ce rêve et cette nostalgie d'un âge d'or qu'on nous promet aussi, que la gouvernance mondiale nous promet. On parle de l'internationalisme prolétarien de Lénine, mais aujourd'hui nous sommes à la gouvernance mondiale de M. Attali. Le passé et les ombres du passé qui se transportent, qui se portent sur le présent, doivent nous enseigner, doivent nous faire réfléchir. Inutile de parler de Lénine si ce n'est pas pour décrypter le présent. Alors, je passe directement à mes conclusions, mais je vais revenir ensuite pour développer les différents points. On peut appeler ça des thèses, comme les thèses de Luther. Des thèses. Alors, la première thèse, pourquoi pas
Le débat sera après pour après. La première de mes thèses, c'est qu'il n'y a jamais eu de révolution en Russie. Les tours du World Center, je vous rassure, sont bien tombés. Savoir si ce sont des avions qui les ont fait tomber, c'est une autre affaire. Il n'y a pas eu de révolution tout simplement parce qu'il y a un coup d'État. Et un coup d'État, ce n'est pas une révolution. Les bolcheviks ont ramassé un pouvoir qui traînait dans le caniveau en raison de l'impuissance des sociaux-démocrates mencheviques, ce qu'on appelle le vide du pouvoir. Nous, on a connu différentes époques de vide du pouvoir, même en 68, quand M. de Gaulle va voir le général Massu en Allemagne, à Baden-Baden, il y a un vide du pouvoir. Peut-être qu'on aurait pu, à ce moment-là, le prendre ou le ramasser. Et c'est ce que font les bolcheviks, ils le ramassent littéralement dans le caniveau. Par rapport aux mencheviks, les bolcheviks, par contre, constituent des groupes d'hommes homogènes, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, peut-être 10 000, 30 000, 50 000, tu pourras nous le dire peut-être, mais qui sont, on l'a vu un peu dans le film, qui sont ethniquement soudés. Ethniquement soudés. Et ce sont en plus des révolutionnaires professionnels pour la plupart, en tout cas pour l'encadrement. Et c'est ça qui les différencie, les mencheviks, qui sont des bons bourgeois juifs également, pour beaucoup, mais qui n'ont pas cette structure de loup qui chasse en meute. Hein, c'est ça le génie. Alors si Lénine a un génie, c'est bien ce génie de l'organisation. Alors, ma deuxième thèse, je dis que c'est cette scandaleuse pour moi, homogénéité ethnique qui fait la force des bolcheviks et qui est aujourd'hui totalement passée sous silence. Alors c'est, comme David Duke l'écrit, le grand secret, qui n'est un secret pour personne, hein, pas pour ceux qui se penchent sur la question. À commencer par Michel Heller, l'historien que j'ai cité tout à l'heure, parce qu'il me semble avoir fait un très bon travail. Donc l'auteur de référence sur lequel je m'appuie, où je me suis appuyé, j'ai lu, ce n'est pas pour vous rassurer, mais j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres hein, sur la question, notamment beaucoup de témoignages, pas seulement de droite, pas seulement de conservateurs, mais aussi de gauche, d'extrême gauche, de communistes, qui sont allés, dès que possible, qui sont allés en Russie soviétique. Et je peux vous dire que les gens de gauche, fussent-ils juifs d'ailleurs, sont pas les derniers à être critiques, notamment dans les années 30, 34, 35, au moment, à la grande époque du stalinisme montant et pour ne pas dire triomphant. Donc, ce que je dis, même si je ne donne pas mes sources, j'en ai un certain nombre à votre disposition. Ce que je dis, c'est pas du jus de crâne, hein. C'est pas une impression, c'est pas une opinion, c'est pas un point de vue. C'est une réflexion qui s'appuie sur des faits. Voilà. Alors, je vous demande de me faire le crédit, de me croire sur parole, et de penser que je ne suis pas là pour vous égarer ou donner une lecture à mon tour falsifiée de l'histoire. Donc Michel Heller, que je recitais à nouveau, lui accuse, c'est drôle, accuse ses collègues historiens de pratiquer le mensonge en large, extensivement, et que lui aussi donc se fait, tout en dénonçant en profondeur et avec beaucoup d'intelligence, en démontant les mécanismes de la terreur, les mécanismes de l'État totalitaire, lui aussi va passer cette dimension sous silence. Donc personne n'ira imaginer qu'il y a une réalité derrière la réalité. Alors, également, mettons les pieds dans le plat, toujours la philosophie à coups de marteau. Le but de cette prise de pouvoir en Russie n'a jamais été l'affranchissement, proprement dit, des classes laborieuses. Je vais vous donner quand même des éléments et des citations après. Paysans et ouvriers, mais l'allumage, le coup d'envoi de la révolution mondiale. Ça n'a rien ne préoccupait Lénine en dehors de ça. La preuve, c'est que on peut dire qu'il ne faut plus jamais parler de révolution russe. C'est pas les Russes qui ont fait la révolution, c'est un corps étranger, mais homogène, solide, compact. Au fond, comme on parle de crime organisé, ce sont des gens qui étaient très organisés et très solidement organisés.
Lénine, quand il apprend, il est à Zurich. Je vous renvoie au livre de Solzhenitsyn qui est pas mal. C'est un récit, c'est pas un ouvrage historique proprement dit, qui s'appelle Lénine à Zurich. Ça se lit, c'est intéressant, c'est profond, mais pour les gens qui se passionnent un peu pour la question. Lénine va travailler tous les jours dans une bibliothèque et il apprend par hasard, quelqu'un lui dit, mais il y a eu une révolution là-bas en Russie. Il n'y croit pas, ou il y croit à peine. En tout cas, sa préoccupation première, c'est pas ça. Il ne se pose pas la question de savoir, il faut rentrer dès demain en Russie. Non, il a l'esprit ailleurs. Et je vais vous dire où il a l'esprit, parce qu'il croit. Il ne croit pas. D'ailleurs, les mencheviks non plus. Les mencheviks, ça veut dire minoritaire. Bolcheviks, ça veut dire majoritaire. Tous sont issus de la social-démocratie. Lénine est un social-démocrate, ne l'oubliez jamais. Et la social-démocratie qui naît en Allemagne et qui va faire la révolution en 1919, un peu plus tard, en décembre 1919. Et ce sont les mêmes, sauf que ce sera les mencheviks qui vont prendre les sociodémocrates réformistes, qui vont prendre, mais on sait avec quel succès en Allemagne, et qui vont éliminer, on l'a bien vu dans le film, les factions plus radicales, c'est-à-dire les factions qui correspondraient grosso modo aux bolcheviks. Donc Lénine ne croit pas à une révolution en Russie. Il mise sur la révolution en Suède ou en Suisse. Mais je n'ai pas trouvé ça uniquement chez Solzhenitsyn. Solzhenitsyn en parle, je crois qu'il en parle, mais il y en a bien d'autres. Et il y a des ouvrages extrêmement sérieux sur la question. Alors, thèse suivante, Lénine n'est pas du tout un théoricien du socialisme. Contrairement à l'opinion commune. C'est pas un théoricien. Quelle théorie? S'il y a un théoricien, c'est Marx, mais ça reste quand même très vague, très confus. Marx ne nous dit pas comment on passe de la théorie à la pratique. Il nous décrit les mécanismes du capitalisme en disant tout ça foire, le monde est exploité, les couches populaires sont exploitées. Mais comment passe-t-on au socialisme? D'abord, qu'est-ce que vérité? On croit savoir ce qu'est le socialisme. Alors on peut le définir, le socialisme. Une société d'abondance, de prospérité dans laquelle chacun pourrait s'épanouir. Un peu ce que disait Marx, je crois, il devait dire à chacun selon ses besoins, mais ça n'a pas été compris comme ça. Donc Lénine ne se préoccupe pas de savoir comment concrètement on va réaliser le socialisme. Une seule chose l'intéresse, une seule et unique, la prise du pouvoir. Comment prendre le pouvoir? Ensuite, ça sera comment donner des structures, établir ce pouvoir, le fonder, l'asseoir sur des bases solides et comment le pérenniser. Et ça va être l'œuvre, vous voyez, j'anticipe, je vais vite, parce que je ne sais pas quelle heure il est, là. Ça fait combien de temps que je parle? 20 minutes. Ah, alors il faut que je me presse. Ça sera l'œuvre de tous les successeurs de Lénine. Ce que Staline va appeler la construction du socialisme. La construction du socialisme, c'est la construction de l'État dit socialiste. Et la construction de l'État dit socialiste, c'est la théorisation de la dictature, du prolétariat, mais prolongé, du centralisme démocratique, ça c'est une notion qu'on trouve à tous les échelons, et surtout la création d'une autocéphalie, oui, d'une autocratie. C'est un pouvoir monocéphale, à partir de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, mais ce qui caractérise les poupées russes, c'est d'être toutes vides. Les poupées russes, ça sera les soviets, sauf qu'on abolit les soviets, c'est le parti. La classe ouvrière est très rapidement remplacée par le parti. Au-dessus du parti, il y aura le comité central, puis le présidium du Soviet suprême, ce qu'on appellera à d'autres occasions, on doit l'appeler, je pense, le politburo. Et le patron au-dessus de tout ça. Le patron, ça sera Staline, puis ça sera Khrouchtchev, Brejnev, qui aussi, on voit, améliore le système, remanie les constitutions pour se hisser au sommet absolu de la pyramide. Mais où est la construction du socialisme dans tout ça? On peut résumer en disant que le socialisme, en tout cas jusqu'au lendemain de la guerre, mais même après la Seconde Guerre mondiale, c'est la misère et l'esclavage. Lénine va non seulement rétablir le pouvoir autocratique des tsars, en infiniment plus dur, mais surtout, il va rétablir le servage.
Hein, le servage, au moins pendant un temps, pendant le communisme de guerre. Puis le servage sera tout à fait rétabli le jour où on va faire la collectivisation des terres. Mais dans les années 35, alors qu'on est dans une économie qui prépare la guerre contre l'Allemagne, c'est attesté, hein, on a des économistes, des gens qui sont allés visiter les usines, avant-guerre, après-guerre, qui voient comment vivent les ouvriers. Ils mangent, mais ils n'ont pas toujours de cuillère pour manger dans leur plat, dans les usines. Les ouvriers mangent, mais c'est une économie de guerre. C'est l'industrie lourde, c'est les tracteurs pour l'agriculture, mais c'est essentiellement aussi l'industrie d'armement. C'est pas la pauvre Russie n'a pas été agressée comme ça sans crier gare. La Russie, depuis le début des années 30, préparait la guerre contre l'Allemagne. C'est-à-dire contre le capitalisme aussi bien. Alors, j'en reviens à Lénine parce que c'est intéressant. Je viens de dire qu'il ne croyait pas à la révolution en Russie, il misait sur la Suède et la Suisse. Lénine n'est pas du tout un théoricien du socialisme, je viens d'aborder. Alors, sa psychologie mérite qu'on s'y arrête. C'est essentiellement un stratège machiavélien. Un stratège, je l'ai dit, de la prise du pouvoir et de sa pérennisation. Et sa méthode est celle que l'on trouve déjà chez Marx et chez Sorel, un petit peu plus tard. Sorel, qui est pas franchement marxiste. Georges Sorel, Réflexion sur la violence, qui pense que l'histoire ne peut accoucher que par la force, dans le sang et dans la sanie, tout ce que vous voulez. Et donc la pratique révolutionnaire. Alors, pour la pratique révolutionnaire, Lénine a une grande source dont on parle peu. C'est Netchaïev. Netchaïev s'était associé à Bakounine pour le manifeste révolutionnaire. Netchaïev est un homme qui soumet absolument tout à la révolution. D'ailleurs, lui-même conçoit le parti révolutionnaire, Netchaïev, avec des degrés d'initiation. Les degrés inférieurs d'initiés doivent servir de matériaux, de bétail pour les échelons supérieurs, qui seuls sont véritablement initiés. Le mot d'ordre de Netchaïev, c'est la destruction et la terreur. Et Netchaïev va aller très très loin, puisqu'il dira que pour faire advenir la révolution, alors que Marx croyait qu'il y aurait des mouvements sociaux, prolétariens, ouvriers, des contestations ouvrières qui petit à petit imposeraient le socialisme. Donc il y aurait une montée régulière, une montée quasiment organique les contradictions du capitalisme étant telles qu'à un moment ou un autre, le socialisme devait arriver. Non, la posture la posture intellectuelle d'un Netchaïev et d'un Lénine qui va s'inspirer fortement de Netchaïev. C'est le volontarisme absolu. Et Netchaïev va jusqu'à préconiser d'attraire, de martyriser le peuple pour le pousser à bout. Oui, au fond, c'est un peu ce que fera Lénine. Hein. Seul compte le but à atteindre. Qui veut la fin veut les moyens. Mais à un degré inouï. Ça nous va renvoyer aussi sur notre ami Youssef, ce qui veut dire que Lénine est totalement amoraliste. Il n'est pas seulement cynique, il est amoraliste. Et on va même plus loin, on peut dire qu'il est anoméen. Lénine, d'ailleurs, n'a aucune morale personnelle. La morale, vous savez bien, on dit que c'est la morale bourgeoise. Trotsky va écrire, mais beaucoup plus tard, juste avant sa mort, en 1938, il doit être assassiné par Ramon Mercader en 1940, va écrire un livre, une apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme est bien antérieure. Non, il va écrire « Leur morale est la nôtre ». Pour bien dire qu'il y a un abîme. Lénine, en pragmatique absolu, va faire de la fausse monnaie, va commanditer des récupérations prolétariennes, mais les récupérations prolétariennes, ça se fait à coups de bombe. Hein, c'est du terrorisme. On recrute d'ailleurs des bandits de grand chemin qui vont rallier les rangs des bolcheviks. Alors les mencheviks, la Russie à cette époque-là se distingue entre sociaux-démocrates et sociaux-révolutionnaires. Les sociaux-révolutionnaires représentant plutôt la partie agrarienne, c'est-à-dire paysanne. Sachez que la Russie, c'est 160 millions de paysans.
160 millions de paysans. Mais la Russie n'est pas non plus un pays régressif, sous-développé. Il est en pleine industrialisation. J'ai le rapport de l'économiste français de Monterrey, qui date de mai 1913, qui nous explique que l'industrialisation, le développement économique est sans précédent, et donc aurait dépassé même certains pays d'Europe si c'était poursuivi. Dès 1908, vous voyez, on est 10 ans avant la Révolution, une loi a rendu l'enseignement primaire obligatoire. L'application de cette mesure, c'était là s'arrêter, évidemment, est arrêtée par le coup d'État, ne sera finalement achevée qu'en 1930. Il faut attendre, vous voyez, le socialisme. 13 ans de socialisme, enfin bon, mettons qu'il y a eu la guerre civile, mais 1930 pour que l'enseignement devienne généralisé. En 1915, 51% des enfants de 8 à 11 ans sont scolarisés et 68% des appelés au service militaire sont alphabétisés. Alors quand on vous présente la tyrannie absolue, les tsars rouges, la corruption, je peux vous dire que quand on attrapait un terroriste, et il y en avait beaucoup, il n'était pas toujours pendu, même, je ne vais pas dire rarement, mais on ne pendait pas tout le monde, on déportait. Et ceux qui n'étaient pas directement des terroristes, comme par exemple Lénine et Trotsky, sont envoyés en villégiature. Lénine part avec sa compagne Nadejda Krupskaya, il va partir sur la Lena, le fleuve la Lena, d'où son nom Lénine. Il passera son temps à lire, à chasser, à recevoir ses amis. Trotsky, lui, sera aussi déporté, un peu plus tôt après la Révolution de 1905, mais il s'évadera, on s'évadait, tout le monde s'évadait, hein, des bagnes qui n'en étaient pas. Les bagnes existaient déjà à l'époque, mais c'était pour les droits communs. D'ailleurs aussi, dans le film, on dit que sur 3 directeurs, seulement un est juif. Non, Lénine était juif. C'est quasiment, non mais c'est pas dit dans le film, c'est quasiment établi. Son père était kalmouk, vous voyez les nationalités, mais sa grand-mère était vraisemblablement juive. Là aussi, il faut le dire, donc on avait à un moment donné, on a eu un pouvoir qui était 100% juif à la tête du premier État dit soviétique. Donc, je rappelle aussi que le servage avait été aboli en 1861. 10 ans plus tard, le tsar était assassiné pour le remercier, et que c'est le tsar Alexandre II. Les paysans avaient le droit de racheter 2/3 des domaines. C'est la réforme de Stolypine. Stolypine qui sera ministre et qui sera assassiné par un juif. Président du Conseil, donne aux paysans la faculté d'acquérir une parcelle de terre communale. Donc, on leur permet d'emprunter, d'acheter la terre communale qu'ils exploitent. Fin 1912, grâce à cette réforme agraire, qui fait suite à l'abolition du servage en mars 1861 par Alexandre II, les paysans acquièrent le droit de racheter 2/3 du domaine par l'intermédiaire du MIR. Mais ce sont des propriétaires individuels. Soit 22 millions d'hectares et 1 million d'exploitations individuelles. Si cette réforme, c'est une citation, avait été conduite à son terme, dira Trotsky, le prolétariat russe ne serait jamais parvenu au pouvoir en 1917. Donc il était urgent d'assassiner Stolypine, qui a été un très très grand homme politique apparemment, mais qui peu aimait bien sûr. Je reviens à mes thèses fondamentales. J'avais dit que Lénine ne connaît aucune barrière morale, aucune, qu'il s'est fait successivement faux monnayeur, traître, puisqu'il va accepter l'argent du Reich allemand, son passage à travers l'Allemagne dans un wagon qui n'est pas plombé, avec une quarantaine de ses amis, qui seront les cadres, les commissaires politiques du futur pouvoir, et en échange de quoi il il signera la paix de Brest-Litovsk en mars, je crois que c'est en mars, c'est ça ? 1918, qui va soulager, les forces allemandes et leur permettre de se concentrer sur le front occidental. D'ailleurs, il y a à cette époque une offensive terrible et qui manque d'enfoncer les lignes alliées. Donc on peut dire que Lénine a trahi, mais la trahison
est un mot qui lui est totalement une notion qui lui est totalement étrangère. Comme je dis, il se fait faux monnayeur, il fait tout ce qu'il veut, tout. Il n'y a aucune limite. Pour illustrer d'ailleurs cette remarque, cette réflexion, je vous donnerai l'exemple de Madame Madeleine Albright, qui est secrétaire d'État de Bill Clinton, 97 à 2001, et qui considérait les pertes humaines liées à l'embargo, notamment à l'époque, selon les rapports de l'UNICEF, je parle du Golfe, hein, que les pertes des enfants, enfin des jeunes gens, des jeunes liés à l'embargo seraient montées à 1 demi-million. Et Madame Madeleine Albright, qui est une coreligionnaire voilà, de Dzerzhinsky, on va dire comme des choses comme ça, c'est au cours de l'émission 60 minutes de la chaîne américaine CBS, diffusée le 12 mai, vous voyez, je vous ai mis des références, 12 mai 1996, va dire, bon, bah, c'est navrant, mais c'est le prix à payer. Et nos bons amis, il me reste combien de temps, Youssef ? Attendez. 10 minutes. Encore 10 minutes, bon. Pour illustrer, on est au-delà du cynisme. Madame Albright considérait, mais d'autres aussi, qu'on peut tuer des millions de gens si ça en vaut la peine. Il n'y a pas de frein moral, il n'y a pas de... puisque c'est pour la démocratie universelle, puisque c'est pour la grande république mondiale, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Ça donne l'état d'esprit de gens comme Lénine. De gens comme Lénine qui ont d'ailleurs une... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il se préoccupait assez peu véritablement du prolétariat, qu'il soit ouvrier ou paysan. Je vais vous citer parce qu'il faut aller vite maintenant, les idées humanistes de Lénine ou de Trotsky. Alors... Lénine considérait, mais là il parlait quand même des propriétaires, c'est-à-dire les parents de Trotsky, il considérait les propriétaires terriens, les koulaks, comme, c'est dans un discours de décembre 1917, hein, donc la révolution vient, le coup d'État vient d'avoir lieu, les paysans propriétaires sont assimilés à des insectes nuisibles, des poux, de la vermine, des microbes, qu'il faut épurer, nettoyer, ce sont des citations, hein, purger de la société et purger la société russe des puces, des punaises et des parasites qui l'infectent. Et pour ce faire, tous les moyens vont être bons. Alors on sait, juste au moment où il va promulguer la NEP, la nouvelle politique économique, en mars 1921, qui jouxte, c'est le 10e, je crois que c'est le 10e congrès, le 10e congrès soviétique, c'est au moment où intervient l'affaire de Kronstadt. Kronstadt, ça a été le fer de lance, de la Révolution. Les marins de Kronstadt, c'est une île qui est située sur la Neva, au large de Saint-Pétersbourg, qui est devenue entre-temps Pétrograd. C'est eux qui ont lancé, qui ont servi de masse de manœuvre pour le coup d'État. Mais arrivé en 1921, ils réclament le départ des bolcheviks, ils demandent le retour à la démocratie, la reconstitution des soviets. Vous voyez, ils ne sont pas des contre-révolutionnaires, hein, ils ne sont pas des blancs, ils ne veulent pas le retour du tsar, ils veulent de la démocratie. C'est pas compliqué, alors que se tient le congrès soviétique, le 11e. Non, c'est le 10e, pardon. Trotsky, patron de l'armée rouge, va envoyer des troupes de choc, 45-50 000 hommes, pour écraser la garnison du fort de Kronstadt. Alors, les pauvres gens, là-bas, sont des marins, ils ont oublié qu'il ne fallait pas faire des déclarations intempestives tant que la Neva serait gelée. Donc les autres sont arrivés à pied. On fait le siège plusieurs jours du fort. Ils ont exterminé les 5000 marins révoltés, mais ils ont également... tu vois, j'ai les chiffres. Je ne sais pas où je les ai mis. Mais non, parce que comme je n'ai pas suivi l'ordre de mon propos, à cause de mon voisin de droite...
Bon, c'est pas très grave. C'est de l'ordre de 10 à 15 000, avec des exécutions sommaires à n'en pas finir. Femmes, enfants, tout le monde est déporté. Et je vous dis, on arrive peut-être au chiffre un chiffre approchant de 10 000 morts. C'est ça, le socialisme en marche. Le socialisme en marche. Et ça, Lénine se rend compte que c'est plus tenable. Il va écraser la révolte. La révolte de la province de Tambo. Il faut dire que l'ensemble de la Russie est couverte par des centaines, des milliers de révoltes paysannes à l'époque. Je vais vous dire pourquoi il y a ces révoltes paysannes, d'ailleurs, c'est pas difficile à comprendre. Qui intervient juste après cette nouvelle économie politique qui rétablit de facto l'économie capitaliste. C'est-à-dire qu'on va demander, on va autoriser les paysans à avoir des ouvriers. Au lieu que l'impôt soit payé en nature, c'est-à-dire en affamant les paysans, on a vu dans le film les fameuses famines, les impôts seront payés en argent. Sauf qu'ils seront plus de 350% plus forts, plus hauts que les derniers impôts tsaristes. C'est ça le socialisme. Alors, à propos de la révolte de Tambo, l'une des dernières grandes révoltes qui auront marqué la guerre civile, mais qui n'est plus une guerre civile, c'est une guerre déclarée à la paysannerie, mais Lénine sait bien qu'il ne peut pas finalement gagner cette guerre, encore que les paysans, il suffit de les écraser un par un, et que les forces communistes sont dans un rapport écrasant. La révolte de Tambo va démarrer en mars, mais elle va se prolonger au cours de l'été 1921, et on va traiter par le gaz, le fameux gaz hypérite, hypérite, le fameux gaz moutarde, les paysans insurgés. Et le reste, ceux qui n'auront pas péri, seront déportés massivement, toute population, femmes, enfants, vieillards compris. C'est une sorte de nouvelle Vendée. On se retrouve dans un cas de figure analogue. Le 12 juin 1921, le décret sur la NEP est paru. La NEP est décidée au mois de mars, mais le décret est paru. Tout Tukhachevski, qui sera victime des grandes purges, qui n'est pas juif, mais qui obéit aux ordres de Trotsky. Alors aujourd'hui, comme la révision historique, ça existe, mais on nous dit « Ah mais non, Trotsky n'a jamais donné les ordres, c'est des décisions locales ». De même que Lénine n'a jamais donné l'ordre d'éliminer la famille impériale. Non, c'est des décisions locales. Ils y sont pour rien. Ce sont de saints innocents. Tukhachevski ordonne de nettoyer les forêts, je cite, où se cachent les bandits comme pour la Vendée, au moyen de gaz asphyxiants. En juillet 1921, il fait ouvrir 7 camps de concentration où se regroupaient les familles des bandits insurgés. Ces camps comptent fin juillet plus de 50 000 personnes, en majorité des femmes, des vieillards et des enfants. Le typhus, le choléra, la disette y font des ravages. En automne 1921, la mortalité y atteint 15 à 20%. Au total, 100 000 paysans et leurs familles seront déportés, 15 000 exécutés. Au bas mot. Et 1918, l'État bolchevique se trouve confronté, à l'époque, à plus de 245 révolutions paysannes. En 1919, des régions entières passent sous le contrôle de paysans organisés en bandes de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines. C'est ça le socialisme. Et ça sera la même chose avec des révoltes ouvrières. Dans les villes, on crève de faim. Vous avez vu des enfants des enfants faméliques tout à l'heure, mais tout le monde sait. Et lorsque André Gide dira en 1934, 1935, alors il n'est pas communiste, mais c'est un communiste convaincu, pédophile, communiste. Il a tout pour aimer le régime bolchevique. Il est lui-même choqué par les files d'enfants à qui on donne du pain s'ils saluent le nom de Staline. Il voit des enfants et dans le sud de la Russie, pas seulement à Moscou. À Moscou, on les cache. Mais nous avons beaucoup de témoignages de gens qui sortent de leur hôtel le soir et vont se promener dans les bas quartiers. Et alors, les bas quartiers, c'est plus du tout le spectacle. Dès les années 24, je vous signale notamment Henri Béraud, qui a écrit un livre, Ce que j'ai vu à Moscou. Henri Béraud est un journaliste d'extrême gauche à l'époque. Il deviendra ensuite le bras droit de Maurras. Mais il dit, mais moi il dit pas je suis un militant prolétarien, mais presque.
Mais ce qu'il voit est hallucinant. Alors, il assiste à un soviet dans un quartier éloigné. Le soviet, c'est une mascarade. Il y a 2-3 ouvriers qui, comme dans les bandes dessinées de Mickey, vous savez, les clochards qui attendent que le pasteur ait fini son prêche, qui sont là, mais ça n'existe pas. Un type vient 3 heures avec 3 heures de retard, dit voilà quelles sont les décisions du soviet, et il repart. C'est ça les soviets. Donc, j'ai donné une idée de ce que pensait Lénine en fait du prolétariat. Ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas parce que la révolution, c'est une idée abstraite, c'est une idée messianique, n'est-ce pas, hein? Bon, je vais terminer. En 1922, c'est le 11e congrès, donc 1921 c'était bien le 10e, j'avais raison. L'industrie est détruite, les usines sont arrêtées, et Lénine fait l'amer constat que le prolétariat a disparu. Fait la révolution pour le prolétariat. C'est Lénine qui le dit, hein. Je n'invente rien. Sinistre et surréaliste bilan pour le prophète messianiste de la révolution prolétarienne. Mais ce constat n'a rien d'une révolution tardive. Dès 1904, immédiatement après le 2e congrès du Parti social-démocrate, auquel appartient Lénine, dans le schéma léniniste, je ne sais pas si c'est Trotsky qui dit ça, dans le schéma léniniste, le parti a déjà pris la place de la classe ouvrière. L'organisation du parti se substitue au parti, le dictateur enfin remplace le comité central, le communiste met au bout du compte que la dictature d'un parti. Et je vous dis, avec des boîtes vides, une poupée russe, chaque poupée étant vide pour contenir la suivante, mais avec quand même des prérogatives exécutives. Mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Alors, Lénine, ça, évidemment, je n'en parle pas, est le fondateur, jette les bases théoriques et pratiques de l'État totalitaire. Cette société, et ça c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, a vocation fondamentalement, je crois de l'avoir dit dans mes différents points de départ, la société a vocation fondamentalement égalitaire, est en réalité une société de caste, véritablement de caste. Alors il y a le parti, il y a les komsomols, ce sont les jeunesses. Donc on a recréé une aristocratie qu'on regroupera plus tard dans la nomenclatura. Mais la société va être, donc dans les premières années du communisme, et surtout du communisme de guerre, va être épluchée comme un oignon, couche sociale par couche sociale, pour éradiquer tous les porteurs de germes, de coutumes, de traditions ou d'habitudes de l'ancienne société. Et même, je pense qu'on ira jusqu'aux classes d'âge. C'est pas seulement le fait d'être un bourgeois, mais c'est le fait d'appartenir à certaines classes d'âge vous rend aussi à un moment donné assez suspect. On a le témoignage d'un Français il écrivait des romans érotiques. Alors il va en Russie parce qu'il a beaucoup d'argent, hein. C'est une sorte de Gérard de Villiers de l'époque, et puis il raconte ses bonnes fortunes. Mais un jour il se trouve sur un pont un dimanche avec un membre des komsomols, tout à fait ravissant et musclé, et sportif et athlétique. Et il est frappé, il lui pose la question à laquelle il n'aura pas de réponse. Pourquoi n'y a-t-il finalement dans les rues que des jeunes ? Tout simplement parce que d'autres lui diront, parce que les autres, ils sont partis là-bas en Russie, en Sibérie. C'est eux qui construisent le socialisme par le travail forcé, qui est une forme aussi de rééducation. Donc une société de caste avec le divin prolétariat, mais on vient de le voir qui n'existe plus. Ensuite, les paysans, le prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers agricoles, prolétariat agraire, les paysans pauvres, les paysans moyens pauvres, les paysans moyens. Et puis après, il y aura les koulaks. Mais qu'est-ce que sont les koulaks ? Comme les prêtres, comme les enseignants, ce sont des parias, c'est-à-dire des sous-hommes qui n'ont aucun droit. Vous voyez, je parle de société de caste. La société égalitaire est une société où on ne peut plus hiérarchiser. Essentiellement hiérarchiser. Un dernier mot peut-être, pour vous donner l'état d'esprit de l'époque. Une citation de la Vetcheka. La Vetcheka, c'est la Tchéka, la police que Lénine va créer dès décembre 1917. Il vient de prendre le pouvoir. On ne parle pas encore de guerre civile. Il n'y a pas encore d'assassinat des Zouritsky et compagnie, ni même d'attentat. Il y a eu un attentat contre Trotsky qui a échoué. Lénine lui est resté assez longtemps, pendant plusieurs années, avec une balle dans la nuque, celle que lui avait envoyée Dora Kaplan. Socialiste révolutionnaire, mais également
Il faut dire que tout le monde n'était pas d'accord avec les bolcheviks et que ces bolcheviks qui condamnaient à mort ceux qui avaient des réticences à l'égard de la communauté messianique voyaient le danger à venir, et que il y a vraisemblablement eu une sorte de Sanhédrin à Novgorod. Le Sanhédrin, c'est une réunion religieuse des juifs talmudiques, des juifs rabbiniques, qui ont décidé la guerre contre les juifs messianiques, athées mais messianiques, qu'étaient les bolcheviks. D'où l'attentat de Dora Kaplan, entre autres, les attentats contre Trotsky qui échoueront, l'assassinat d'Orutsky et de bien d'autres. Ce sont des dizaines de cadres du parti qui sont éliminés. Donc là, pour parler de la Vetcheka, qui va être, je n'ai pas insisté tout à l'heure dessus, mais qui est au fond le pilier, l'un des fondements du pouvoir totalitaire qu'invente, que crée, que fonde, qu'imagine notre ami Lénine, notre ami entre guillemets. La Vetcheka a pour objet et unique objet la terreur de masse, comme instrument et promesse d'un monde meilleur, nouveau, régénéré, purifié. Je vous livre et je conclus là-dessus, une pièce maîtresse de la novlangue qui est publiée le 18 août 1919 dans le Krasny Mech, c'est de Kiev, donc c'est publié en Ukraine, le glaive rouge. Alors, citation, écoutez, ça vaut le détour. « Nous rejetons les vieux systèmes de moralité et d'humanité inventés par la bourgeoisie dans le but d'opprimer et d'exploiter les classes inférieures. » Sauf qu'il n'y aura plus de classe inférieure du tout. Notre moralité n'a pas de précédent. Notre humanité est absolue. Car elle repose sur un nouvel idéal, détruire toute forme d'oppression et de violence. Pour nous, tout est permis, car nous sommes les premiers au monde à lever l'épée, non pas pour opprimer et réduire en esclavage, mais pour libérer l'humanité de la bourgeoisie pirate, en étendant l'étendard rouge, en brandissant l'étendard rouge, le drapeau de la Révolution. Puisque seule la mort finale, au sens propre, physique, du vieux monde, peut nous libérer à tout jamais du retour des chacals. On ne peut mieux dire. Relisez, si vous ne l'avez jamais lu, Orwell, 1984, écrit en 1948, et vous comprendrez aussi, et vous goûterez tout le sel de ce genre de déclaration. C'est au nom d'une humanité supérieure que l'on massacre tout le monde. Bon, Lénine n'a jamais construit le socialisme. La construction du socialisme, c'est la construction de l'État totalitaire. Le socialisme n'existe pas, c'est le servage. Staline va réinventer le servage ouvrier. C'est-à-dire que dans les années 35, un ouvrier qui arrive en retard est lourdement sanctionné, celui qui est malade est lourdement sanctionné, celui qui n'a pas une productivité suffisante est sanctionné. C'est du servage. C'est-à-dire qu'il est attaché, comme le serf d'autrefois était attaché à la glèbe. Et bien il est attaché, voilà. Voilà ce qu'est le socialisme réel, et ça serait bien que, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, que nous repassions la leçon aussi souvent que possible. Je vous remercie.